Ok, bienvenue dans cette capsule tant attendue, euh, peut-être sarcastiquement pour certains d'entre vous, dans la capsule qui concerne l'orienté objet, la programmation orientée objet. On a commencé le niveau intermédiaire d'une façon assez relaxe avec les Inum. Cette capsule-là va vous demander toute votre attention et de prendre évidemment le temps de bien comprendre et de bien assimiler les concepts qu'on va voir. On va en voir essentiellement deux. Et après, on va approfondir dans les prochaines vidéos, dans les prochains niveaux aussi. Euh, c'est super fascinant. Donc, premièrement, on va commencer par vous faire juste un petit cours d'évolution, question d'avoir un minimum de connaissances générales en programmation par rapport à l'évolution des langages de programmation en informatique moderne, disons-le comme ça, semi-moderne, ou du moins les 30 dernières années, disons-le comme ça. OK, à la base, on avait des langages de programmation qu'on appelait des langages non structurés. Les langages non structurés, c'était quoi? C'était des langages qui étaient à 100% procédural. Ce qui veut dire, on pouvait, par exemple, on avait simplement une procédure après une autre. Donc, on a déjà parlé un petit peu de ça dans les vidéos précédentes. Un ordinateur, ça sert à quoi? Ça sert simplement à exécuter euh, des actions, des commandes qu'on lui envoie pour arriver à nos fins. Donc, si on avait un logiciel en langage non structuré, on pourrait lui dire, je sais pas, tu vas ouvrir la fenêtre, tu vas demander un password. Si le password est OK, tu vas aller à la ligne 10, puis s'il l'est pas, ben, il va simplement planter le programme dans ce cas-là. Et après ça, on pourrait dire, OK, ou on pourrait faire un else par exemple, qui serait, qu'est-ce qu'il va faire là? Il va faire, je sais pas, on pourrait dire recommencer password. En fait, on pourrait simplement réécrire. Faudrait réécrire demander password. Et ça, c'était un super problème parce que c'était tellement complexe, ces langages de programmation-là, par le seul et unique principe que c'était aucunement maintenable. C'était une espèce de d'ultra problème mathématique à plusieurs milliers de lignes éventuellement. Là, certains logiciels étaient plutôt énormes. Et savez-vous ce qui était terrible, c'est que c'était impossible de le maintenir. Même si c'était le meilleur informaticien et c'était lui-même qui avait créé son propre code, il n'y avait pas de miracle. Parce que si, par exemple, on utilisait toujours des espèces de principes comme ça qui disaient va à une autre ligne, puis à une autre ligne, puis à une autre ligne. Puis le problème avec ça, c'est que si on voulait ajouter une section, on voulait modifier, on voulait corriger un bug, on avait le problème majeur qui nous empêchait de revenir parce que si j'ajoutais une ligne, ben c'était plus go à la ligne 10, c'était go à la ligne 11 ou c'était go à la ligne 8. Il y avait C'était impossible de maintenir c'était tellement difficile de maintenir des langages non structurés euh, que ouais, heureusement, on n'est plus là, on est très loin de là. Pour votre culture générale, les langages qui utilisaient, qui étaient dits comme étant non structurés, il y avait le Fortran, qui était très populaire, le COBOL, que vous avez peut-être déjà entendu parler si vous êtes un peu plus vieux, ou le BASIC. C'était trois langages très typiques de langage non structuré, programmation non structurée. C'était l'enfer. Donc ça, on n'utilise plus ça aujourd'hui. Je vois à peine l'intérêt, outre que de la connaissance générale, d'utiliser du Fortran ou du COBOL. C'est complètement ridicule. Ensuite, on a eu les langages qui se sont dits comme étant structurés. Structuré, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme exemple avec ça? C'était euh, les langages comme C, pas C++, C et Pascal, qui sont encore des langages très pertinents aujourd'hui, qui sont encore utilisés, évidemment moins couramment, quoiqu'il y a un regain quand même considérable pour C depuis l'avènement de l'Internet of Things. On revient un petit peu plus près de l'ordinateur, donc ça c'est intéressant, mais on l'utilise quand même un peu moins. C'est C'était quoi le bénéfice en fait des langages structurés par rapport aux non structurés? C'est que c'est là qu'on a ajouté les fonctions. Les fonctions, ce que nous on a appelé en langage orienté objet, les méthodes. On a vu ça dans une vidéo précédente.
eux appellent ça les fonctions, c'est que ça nous permettait de faire des modules de code puis de pouvoir bouger et l'ordre était plus aussi important qu'il l'était dans le langage structuré. Donc on était tout de même on est toujours en procédural, là, soit dit en passant, mais jamais au point que tu ne peux pas rien changer de nulle part. C'est juste la lecture de l'informatique qui est un peu plus adaptable au niveau des langages structurés. Donc les fonctions nous permettaient par exemple de, je sais pas, on décide de créer un guichet automatique, de pouvoir ajouter un retrait et un dépôt et donner des possibilités aussi à nos programmes. Donc, ça a été très, très, très apprécié quand ça a sorti. Ça a été énormément populaire. Et après, c'était pas suffisant parce que malgré tout, c'était quand même super abstrait comme façon de travailler. On était de très, très près du langage informatique de base, très peu humain. Donc, on s'est tourné vers la programmation orientée objet. Ce qui est intéressant avec la programmation orientée objet, c'est qu'en ligne de compte, c'est beaucoup plus près d'une logique humaine. Donc, vous allez voir, quand on parle d'objets, on parle pratiquement d'objets physiques ou du moins des objets tangibles. Disons-le comme ça, c'est quelque chose qui est concret. Donc, c'était beaucoup plus facile et ça l'a révolutionné. Aujourd'hui, les langages, il y en a des tonnes en orienté objet ou ceux qui ne sont pas super bien orientés objet essaient de limiter, du moins même ceux qui ne l'étaient pas. Par exemple, PHP n'est pas un langage à la base orienté objet, mais a tout fait pour s'en approcher le plus possible. Il y a quelques nuances qu'on va voir peut-être plus tard par rapport à ce langage-là. JavaScript, c'est la même chose. C'était un langage qui essaie de plus en plus de respecter les codes de l'orienté objet, même au niveau de sa compilation, mais on n'y est pas encore. Les vrais langages de programmation orientée objet sont évidemment C#, C++, Java, Python, Ruby. Bref, il y en a plusieurs. Les plus populaires étant peut-être C++, Java, C#, Python. Ruby un petit peu plus nébuleux, mais super intéressant aussi, soit dit en passant, mais plus Linux, disons-le comme ça. Ça, c'est les langages orientés objet. Si je pouvais vous faire un exemple, ou en fait, comment on pourrait commencer à travailler, c'est quels termes sont importants à comprendre. Les concepts, c'est la classe et l'objet. OK? On va les écrire en anglais parce que c'est comme ça qu'on va les travailler. La classe, c'est quoi? C'est simplement le blueprint. OK? C'est le... Comment je vous dirais ça? C'est le template. OK? C'est un peu le même terme, là, mais c'est un plan pour créer des objets. Simplement. Donc, si on a une voiture, par exemple, on s'entend qu'une voiture, on parle d'une voiture très standard, une voiture qui nous permet un auto avec 4 roues, un volant, et qui nous permet de se déplacer sur le pavé. Donc, qu'est-ce que ça a une voiture? Ça a des propriétés. Propriétés. Donc, je sais pas, ça pourrait avoir une marque, une couleur, un kilométrage, puis une année de fabrication. Qu'est-ce que ça a aussi? Ça n'a pas seulement des propriétés, ça a aussi des... Puisqu'on là, on va appeler ça des méthodes, mais ça a... Oh, j'ai accroché un build. Cancel. Et voilà. Mon Dieu, désolé pour ce petit détail. Ça n'a pas seulement des propriétés, ça a aussi des méthodes, donc des actions qu'on pourrait écrire, là, vu que c'est un petit peu moins intuitif comme terme. Les actions, ça pourrait être simplement avancer, reculer et, je sais pas, verrouiller les portes. Ajouter de l'essence, peu importe. Ça a énormément de possibilités, il y a plusieurs actions à faire, mais on peut s'entendre sur ça. La majorité des voitures ont une marque, une couleur, un kilométrage, une année, peuvent avancer, reculer, verrouiller les portes et ajouter de l'essence, à moins que ce soit une voiture électrique. Donc, on pourrait enlever et ajouter de l'essence. OK, donc ça, c'est le plan. Ce qui veut dire que si on décide de créer une voiture, toutes ces propriétés-là, toutes ces méthodes-là vont suivre avec la classe. L'objet, lui, c'est évidemment la voiture elle-même. Donc, il faut comprendre, on ne fait pas de classe si on ne fait pas d'objet. Si on n'a pas d'objet à quelque part, ça n'a aucun sens, ça ne sert à rien. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On pourrait dire qu'on a la marque de la voiture. Là, on a créé notre objet 1. Ça, on va dire que c'est notre objet 1. Et après, on a la marque qui va être, je sais pas, Toyota. Après ça, on pourrait avoir la couleur qui pourrait être bleue.
On pourrait avoir le kilométrage qui pourrait être 100 000 km et on pourrait avoir l'année qui va être la 2016. Après ça, on pourrait créer simplement un autre objet. Mais lui aussi va avoir les mêmes principes, les mêmes propriétés, les mêmes méthodes. Il va pouvoir faire la même chose. Donc on pourrait lui dire, je sais pas, ça c'est un GM, il est noir. Et après ça, on a un kilométrage de 120 km, 120 000 km. Et on a une année qui était, je sais pas, 2014. Ça fait beaucoup de kilométrage pour cette année-là, mais peu importe. Vous comprenez le principe? Ça, c'est les deux concepts que vous devez comprendre avant de poursuivre à la prochaine vidéo qui parle spécifiquement de la classe, comment créer de la classe. Faut comprendre ces deux concepts-là. OK. L'avantage derrière tout ça, c'est l'efficience et la maintenabilité. OK? Parce qu'il faut comprendre que des classes, on peut en créer à l'infini et des objets aussi. Et les classes peuvent parler entre elles, les objets peuvent parler entre eux. Il y a énormément de puissance qui est localisée dans ce concept-là. Si je vous fais une petite vulgarisation, un petit exemple un peu métaphorique, disons-le comme ça. C'est comme si on se décidait de développer une espèce d'intelligence artificielle, un robot avec l'intelligence artificielle qui servirait à faire nos courses au supermarché. Le robot, en langage procédural, donc structuré ou non structuré, là, pour le besoin de la cause, ça ne nous intéresse pas, mais strictement procédural, on a un robot et le robot doit faire le tour de l'épicerie, donc le tour des légumes, de la viande et des produits laitiers, et revient à la caisse, fait le paiement, et on a notre épicerie. Donc, premièrement, si on a juste un robot, c'est un peu long parce que c'est lui qu'il faut qu'il fasse tout. Donc, évidemment, c'est moins efficient à ce niveau-là. Deuxième problème, c'est que si jamais notre robot rencontre un bug, un problème, ben on n'aura jamais nos courses. Donc, fini le supermarché, ça ne fonctionnera pas pour nous pour cette fois-ci. Tandis que si on y va en orienté objet, c'est plus comme si on avait une petite armée de robots. On décide qu'on a 10 robots et les 10 robots vont aller faire chacun leur section de l'épicerie. Donc un dans les légumes, un dans les poissons, un dans les viandes rouges, un dans le produit laitier. Et chacun va aller chercher ce qu'il a besoin, va aller payer et va revenir. Donc ça fait deux choses. Premièrement, on s'entend qu'à 10, ça va beaucoup plus rapide qu'à 1. Et en plus de ça, c'est surtout que vous allez avoir la majorité de votre épicerie, si jamais il y en a un qui décide que lui, ça ne fonctionne pas, le programme a été brisé, il a été buggé, vous allez quand même avoir l'essentiel de vos fonctionnalités qui sont encore là. Donc, c'est à peu près ça, l'introduction à l'orienté objet. Vous allez voir, on va approfondir, mais c'est quand même vraiment super important de comprendre la classe, c'est le template, l'objet, c'est ce qu'on crée à partir du template. Donc, si vous comprenez ça, vous pouvez poursuivre à la prochaine vidéo.